On est de retour après la grande pause. Avant de continuer avec le prochain sujet, on va encore dire quelques mots sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, l'ONU qui plaide pour le respect des droits malgré les mesures d'exception aux Russes. Alors, peut-être le point que j'aurais voulu souligner, c'est que, étant donné qu'au Togo, on est en face d'une cellule spéciale qui a été, disons, à laquelle on a chargé de gérer le couvre-feu et ainsi de suite, force sécurité et que voilà, et qu'il y a eu des bavures regrettables, il y a eu mort d'hommes et tout. Je trouve qu'il aurait été judicieux que les responsables de cette force-là aillent voir quand même les familles. Parce qu'il est déplorable que l'on ait pu avoir des morts d'hommes, qu'on ait pu avoir une répression si forte pour quelque chose qui est sanitaire, pour quelque chose qui, normalement, devrait se faire en conciliabule et en collaboration avec la population. Et quand on connaît le passif du Togo et toutes les frictions qu'il peut avoir entre les forces de l'ordre et les populations, il serait de bon temps que les responsables de cette force-là puissent aller voir les familles, ça c'est un, et qu'on puisse savoir ce qui se passe. Donc je pense que là aussi, il y a une justice qui doit intervenir, qui doit tirer des conclusions et qui doit donner des résultats, qui doit donner des réponses là à ces familles-là. Mais je pense que si j'insiste beaucoup dessus, si la volonté gouvernementale est vraiment de faire quelque chose dans l'union, dans l'apaisement et dans la solidarité nationale complète, il est important que les responsables de ces familles-là, de ces familles qui ont perdu des gens ou de ces gens qui ont été réprimés, il est important que les responsables se déplacent et aillent voir ces personnes-là. Voilà. De toute façon, c'est quand même, j'allais dire incompréhensible. C'est vrai qu'on ne parlait pas du Togo, mais on va le ramener au Togo qu'on connaît le mieux. Le ministre de la Sécurité a semblé dire que ce qui s'est passé, par exemple, à Dakpamé a pu être l'œuvre d'éléments des forces de sécurité. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Vous êtes sortis pour protéger la vie des gens. Comment on peut bastonner quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive? Non, c'est là où je parlais. Tu avais évoqué tout à l'heure des éléments incontrôlés. Vous savez, il y a certains qui, bien que étant donc en mission comme militaire, comme gendarme, il y en a qui ont des ressentiments en eux, qui parfois n'arrivent pas à terre avant d'aller dans leur fonction. C'est-à-dire que lorsque vous êtes quelqu'un des forces de sécurité et que vous avez peut-être des problèmes chez vous à la maison, avant que votre travail ne commence, il est très important que vous fassiez table rase des ressentiments que vous aviez en vous avant. Certains n'arrivent pas à le faire. Et ils ont toujours peut-être des mauvais goûts qu'ils auraient peut-être dans leur maison, et ils transforment ces mauvais goûts sur le terrain du travail qu'on leur demande de faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous voyez quelqu'un. Si nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé à Dakpamé, selon ce qu'on est en train d'expliquer, on ne peut pas comprendre qu'on ait trouvé quelqu'un qui peut-être n'a pas des trucs sanitaires dans sa maison et qui sort la nuit pour se satisfaire et que, heureusement ou malheureusement, vous tombez sur cette personne. Mais il faut être... je ne sais pas quel qualificatif on peut donner pour s'acharner sur ce monsieur jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je ne crois pas que les commandements leur aient donné ces prescriptions avant de les envoyer sur le terrain. Et donc je dis, il y a des brebis galeuses qui endommagent la bonne intention que le commandement a pour les placer sur le terrain. Et c'est là où on doit faire intervenir également des psychologues dans ces milieux-là pour que les psychologues essaient d'entretenir les éléments-là qu'on envoie sur le terrain pour essayer, un tant soit peu, de les conscientiser sur l'importance du rôle qu'ils ont à jouer, surtout dans cette période-là. Dans cette période-là. Et leur dire qu'au moment où, par exemple, vous allez rentrer dans ce boulot, qui est nouveau, parce que de toutes les façons, on n'a jamais eu un confinement au Togo, on n'a jamais eu un couvre-feu sanitaire au Togo. On a peut-être eu des couvre-feux qui datent, je ne sais pas, de l'époque des années 90 et autres là, mais on n'a jamais eu un couvre-feu sanitaire au Togo. Alors, comment appliquer le couvre-feu sanitaire
Les responsables doivent parler, mais également les psychologues doivent être sur le terrain avec eux, pour les conscientiser, pour leur parler, pour leur dire comment est-ce qu'on demande à ce que vous fassiez votre travail. Et si vous vous levez le matin et vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions, parce que peut-être vous avez des problèmes à la maison, vous avez des problèmes chez vous, avec vos enfants, votre femme, préférez peut-être demander à votre commandement qu'on vous libère ce jour-là. Je crois que c'est mieux, parce que aucune personne, commandant une troupe, ne peut dire, lorsque vous voyez quelqu'un qui veut se satisfaire la nuit, et il faut rentrer dedans. Je crois que c'est ça qui a vraiment fait vraiment du mal au commandement. On a relevé le commandant et qu'on l'a remplacé. Même en remplaçant le commandant, si jamais les éléments qui sont sur le terrain ne sont pas conscientisés au travail qu'il aurait donné de faire, on aura beau changer le commandement, ça ne changera rien. Le sujet suivant, nous parlons rapidement du Sénégal. On reste dans le Covid-19. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a lancé le mardi dernier à Pékin, une ville dans la grande banlieue de Dakar, le démarrage officiel de la distribution de l'aide alimentaire octroyée par le gouvernement sénégalais à 1 million de ménages impactés par le Covid-19. Nous venons de procéder au lancement officiel de remise de kits alimentaires. Cette opération marque le début des opérations sur l'ensemble du territoire national, a indiqué le ministre. Ce geste-là, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est révélateur du niveau social délétère de nos pays, ou plutôt on va dire, bon, c'est salutaire, le gouvernement est au chevet des plus pauvres. Alors moi, personnellement, je suis très partagé quant à ce type de stratégie, de technique. Parce que, alors c'est vrai que l'on a des familles en difficulté qu'il faut aider. Mais je ne vois pas comment un État peut pérenniser ce genre de don où on va donner de la... C'est très compliqué pour moi. Je trouve que c'est pas facile à supporter. Je pense qu'il y a quelque chose qui me gêne dans le processus parce que je trouve que bien organisé, la plupart des États africains peuvent s'assumer et peuvent trouver des astuces beaucoup plus efficaces pour pouvoir faire en sorte que toute la population puisse s'en sortir. Bon, la plupart du temps, de toute façon, on parle d'États africains qui sont, moi je dirais, richissimes, parfois même qui sont sous-peuplés et qui ont largement, comment dirais-je, les possibilités d'augmenter leur agriculture, de revoir un certain nombre d'organisations, tout ça, pour que les populations soient à l'aise. Bon, là, par exemple, on dit, on a fait un certain nombre de dons. Par exemple, on sait que le Sénégal, c'est le riz. C'est quoi? C'est du riz local, c'est du riz d'exportation, c'est des vivres locales, c'est des vivres d'exportation. Maintenant, ces vivres, elles ont été évaluées comment? Pour quel type de famille? Pour des familles de quel nombre? Elles vont durer combien de temps? Donc, on aura atteint le point d'achèvement le temps imparti qui a été évalué, est-ce qu'on va continuer encore à aider ces familles? Comment est-ce qu'on a fait le listing de ces familles? Qui est qualifié de pauvre ou pas? Ainsi de suite. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a énormément de questionnements. Donc, moi, personnellement, je suis très partagé. Après, ce qui me gêne dans la plupart des politiques africaines, c'est que la plupart de ces politiques, au début de la crise, ont été prises comme si le Covid allait prendre une fourchette de temps, c'est-à-dire qu'il allait durer 2-3 mois, et qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on reviendrait à un statut initial. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur d'appréciation. Les États occidentaux, lorsqu'ils ont pris leurs décisions, ont joué beaucoup de communication. On a vu qu'ils ont fait beaucoup de non-dits. Ils ont fait beaucoup de désinformation d'ailleurs, parce qu'il fallait un tant soit peu préserver le chauvinisme de la population. Mais l'idée de base était de faire en sorte que pendant ce temps de confinement partiel ou total, cette mise en quarantaine, il y ait une réorganisation de la société de façon à ce que la chose économique puisse se perpétuer. Donc, en Afrique,
j'ai l'impression qu'il y a des mesures qui sont prises, mais tout en pensant, en ayant la lubie de croire qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, nous allons revenir à un statut initial. Alors qu'en réalité, il faut, pendant cette période de confinement, prendre des mesures qui vont permettre de réorganiser la société pendant une société qui va muer pendant, mettons, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Parce que je donne un exemple. Si actuellement, demain au Togo, on demande, je sais pas, on décide de la reprise des classes, en classe des élèves, ben, il se pose un problème. Quelles sont les nouvelles dispositions pour les élèves, pour les enseignants, la disposition pour les classes, la disposition pour les examens, quel type d'examen, pour quel type de programme, et ainsi de suite. Si on demande demain aux gens de reprendre l'agriculture, ainsi de suite, comment cela va se passer, ainsi de suite. D'accord. Donc pour moi, apporter des vivres, c'est quelque chose c'est une solution, mais qui ne durera pas. On va donner des vivres à ces populations précaires, c'est vrai, mais ça ne durera pas. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que ces gens, cette population africaine qui a un mode de vie où elle jongle au quotidien pour pouvoir avoir un revenu et assurer son quotidien, il faut trouver un moyen pour que cette population-là retrouve de l'activité, retrouve les moyens d'avoir dignement à manger, de l'argent, qu'elle puisse retrouver les moyens de se soigner, ainsi de suite. Apporter des vivres, franchement, non. Alors, en tout cas, d'après ce qu'explique le ministre, c'est que, et on l'a dit tout à l'heure, la mesure vise au moins 1 million de ménages et cela représente 8 à 10 millions de Sénégalais. Le Sénégal fait 16 millions d'habitants. Ça veut dire 10 millions de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Maurice disait quelque chose de très important. Est-ce que la mesure peut être pérenne pour la durée de ce Covid qui est en train donc de nous faire une guerre sans merci et qui ne nous dit même pas jusqu'à quand elle va nous confiner dans cette affaire-là. Et donc je me dis que c'est vrai que nous sommes devant une situation où chaque État essaie de s'accrocher à quelque chose pour rapidement survivre. Distribuer des vivres à des populations ne sont pas en période de famine. C'est lorsque, par exemple, vous êtes en famine que nous avons l'habitude de voir l'ONU avec, je ne sais pas, distribuer des vivres aux gens pour que les gens puissent survivre. On n'est pas en cet état-là. Et je crois que ça risque de ne pas atteindre les objectifs qu'on est en train de fixer en distribuant de la nourriture aux gens. Et moi, je me dis, bon, l'État sénégalais, je ne vais pas juger l'État sénégalais, mais je vois que ce n'est pas une mesure qui est appropriée à la situation dans laquelle nous sommes. Mais on va distribuer les vivres jusqu'à quand? À qui on va distribuer ces vivres-là? Si l'État s'y lance, c'est qu'il est sûr de pouvoir tenir. Je ne sais pas, moi, eux, s'ils ont un couvre-feu et puis un état d'urgence sanitaire, je pense, de 3 mois. Ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter. Moi, je crois que... Ils ont dû faire les calculs, hein, parce que là, ils vont dire chaque ménage bénéficiera de 100 kilos de riz, 10 kilos de sucre, 10 litres d'huile, et d'un carton de 18 morceaux de savon, le tout évalué à 66 000 francs par ménage. Jusqu'à quand? Maintenant, la question qu'on ne pose pas, est-ce que c'est de la production sénégalaise? Bon, ça, il n'y a pas de précision là-dessus. Voilà, parce que ça, ce sont des questions importantes. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, si je prends le cas du Togo, si, par exemple, les États africains, en l'occurrence l'État du Togo, profitent de façon subtile à surseoir un certain nombre de traités que les États africains ont signés et qui les contraint, par exemple, à ne pas subventionner le paysan africain, donc togolais, ainsi de suite. Si, par exemple, l'État du Togo décide, par exemple, de subventionner tous les producteurs de riz de Covier, je donne un exemple. Oui, l'État togolais, parce qu'il subventionne, parce qu'il devient, je n'aime pas même le terme subventionné, j'aurais dit peut-être actionnaire. Il y a beaucoup de choses, on peut devenir actionnaire. Et que maintenant l'État togolais décide de faire
un kit dans lequel il se permet de donner par mois, mettons, un gros bon, comment dirais-je, où on dit, voilà, vous avez, mettons, je prends le cas, Timoni, on dit, bon, sur votre Timoni, bon, chaque Togolais précaire a 50 000 francs. Ces 50 000 francs-là, vous les dépensez comme vous voulez. Vous pouvez vous permettre d'acheter des choses dans lesquelles l'État a investi. L'État a investi dans le riz de Covier. Voilà. Vous pouvez prendre 5 000 francs de riz. Vous pouvez prendre 5 000 francs de Togocel. Vous pouvez prendre... Oui, parce que l'État, et c'est de la productivité togolaise. Cette crise-là, pour moi, il ne faut pas la subir. Il faut en profiter pour redynamiser tout un pan de l'économie nationale. Il faut réorganiser les choses. Actuellement, par exemple, la fois dernière, je me rappelle, c'est Lansat qui a lâché ses stocks en mettant des baisses de prix et des trucs comme ça. C'est intéressant. Mais ce qui aurait été plus intéressant, c'est de savoir quelles sont les perspectives, je ne sais pas si agricoles, pour la campagne de l'année prochaine. Est-ce que, par exemple, là où par exemple... On peut même alimenter l'international, c'est qu'on en a énormément. Ah oui, mais bon, là où, par exemple, pour moi, le gouvernement doit montrer son leadership, quand je parle de réorganisation, c'est que, par exemple, le gouvernement doit pouvoir, et j'insiste, il y a tous les pans de la société togolaise qui peuvent agir dans ce genre de situation. On a par exemple actuellement au Togo des groupements qui s'intéressent à l'agriculture, qui s'intéressent à l'élevage, qui proposent même aux Togolais d'investir telle ou telle somme pour avoir tel élevage ou tel... Si les gouvernements africains doivent poser leur leadership, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens de dire par exemple à ces gens qui sont dans la précarité, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement s'arranger pour qu'ils aient un lopin de terre, pour qu'ils aient de la culture, pour qu'ils investissent des revenus pour que cela leur rapporte. Mais de toute façon, Basile, très rapidement, on est déjà en situation, il faut réagir. Il y a des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure, que chacun, devant la situation qui se présente, essaie de faire ce qu'il faut pour faire suivre sa population en attendant. C'est vrai que la question va se poser de savoir jusqu'à quand on peut continuer ça, mais chacun essaie de faire ce qu'il peut. Et donc, le gouvernement sénégalais a pensé que c'est la meilleure façon donc, de faire face à cette situation-là. Je crois qu'il reste à voir jusqu'où ça ira. Et on prie pour que vraiment ils puissent aller au bout de cette logique-là. Au Togo, par exemple, le Togo aussi a adopté la mesure de novicie. Je ne crois pas que les populations qui ont novicie aujourd'hui doivent savoir que ce n'est pas pour dépenser les 5 000, les 6 000 francs à acheter quelque chose. C'est peut-être pour les avoir et pour peut-être essayer d'augmenter peut-être ce qu'il produisait. Si par exemple quelqu'un vendait du con, il a encore quelque chose pour ajouter, pour augmenter peut-être sa production de con. Si quelqu'un faisait un petit commerce de zoubon quelque part. Donc je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la mesure. D'accord, monsieur, partons pour la pause et on va aborder après le dernier sujet.